Alors, comme on vient de dire, je suis un pédopsychiatre et avant de commencer un peu l'exposé, pour moi c'est vraiment important de recadrer et de représenter un peu ce que c'est qu'un pédopsychiatre. Et pour ça, j'ai l'habitude de faire appel à 4 assistants. Quand les intervenants psychomédico-sociaux font appel à un pédopsychiatre, eh bien, ils font appel à un expert. Parce que l'expert que je suis a fait des études de médecine, une formation en psychiatrie, en thérapie familiale, en psychosomatique, en pratique psychomotrice. Mais j'ai beau être cet expert, au niveau du sommeil d'un bébé, je ne sais pas si ça va être un petit dormeur ou un gros dormeur. Au niveau de son alimentation, je ne sais pas si ça va être un petit mangeur ou un gros mangeur. Au niveau de sa croissance, je ne sais pas comment il va développer sa taille, son poids, son périmètre crânien. Je ne sais pas non plus quand il va apprendre à marcher. Je ne sais pas non plus quand il va apprendre à être propre. Au niveau de la relation, je ne sais pas si ça va être un petit hurleur ou un gros hurleur. Je ne sais pas non plus quand il va apprendre à parler. Quand on sait à quel point tous ces signes et ce sont des indicateurs importants dans le développement de l'enfant, vous allez dire que je ne sais pas grand-chose malgré ce côté d'expert. En tout cas, ce que je constate, c'est que les parents qui gagnent le gros lot, c'est-à-dire un bon dormeur, qui en plus est un bon mangeur. Et si vous comparez avec des parents qui ont le petit lot, c'est-à-dire un petit dormeur qui va prendre 4 à 6 mois pour comprendre qu'il ne peut pas faire Java la nuit et dormir le jour. Si en plus c'est un petit mangeur qui après 4-5 tétés va réfléchir pour voir s'il va continuer, vous allez voir 3 semaines plus tard la différence entre ces 2 parents. Et rien à voir avec les affects, et rien à voir avec la communication. Mais en tout cas, la notion d'expert permet en tout cas de questionner comment les rythmes d'un bébé et par la suite d'un enfant vont-ils ou non être respectés. L'expert que je suis peut vous assurer qu'au plus les grandes personnes vont respecter les rythmes propres de l'enfant, au plus les enfants vont s'ajuster au rythme des grandes personnes. Ici, dans le cadre du placement familial, c'est la première question que je vais poser, c'est comment les rythmes des enfants qui vont se retrouver en pouponnière, en maison d'enfants, en famille d'accueil, comment ces rythmes ont-ils ou non été reconnus et respectés. Si maintenant je demande à des parents c'est quoi un pédopsychiatre, je fais appel à un autre assistant. Parce que pour des parents, aller chez des psys, ça ne va pas. C'est pas spontané. Et que très souvent, que si on va chez un psy, c'est parce qu'il y a des problèmes au niveau de la colère ou la tristesse ou la façon dont les enfants vont gérer la surprise ou comment les enfants vont montrer leur dégoût ou comment ils vont être dépassés par leur peur. Moi, en tant que pédopsychiatre, je vais voir comment les enfants vont-ils être respectés dans la notion du plaisir. Cet assistant du diable, que j'aime quand même beaucoup, me permet de questionner mais comment les émotions des enfants vont-elles être reconnues et respectées. Si maintenant je dois un peu présenter, mais pour un enfant, c'est quoi un pédopsychiatre? J'ai un autre assistant. Avec le clown permet en tout cas de
de faire avoir des bêtises et à la fois peut-être d'être maladroit, de tomber, de pouvoir montrer de la maladresse sans pour autant tout de suite être critiqué, être engueulé. Le clown peut comme ça être bête et ne pas savoir répondre aux questions, sans tout de suite que ça déclenche de la colère ou de l'irritation. Le clown peut comme ça être dans la lune sans être traité de distrait. Le clown peut comme ça mettre en scène « Attention, attention, il y a une sorcière derrière toi !» Donc c'est clair que la notion du clown, je dirais, permet de mettre des mots sur ce que les enfants peuvent vivre de façon plaisante. Quand il y a un enfant qui vient dans ma consultation, vous pensez bien que je ne vais pas sortir le clown ou mettre un petit nœud rouge. C'est pas ça que je vais faire. Mais je vais expliquer que, écoute, voilà, pourquoi tu viens chez moi, je suis un pédopsychiatre, et c'est quoi un pédopsychiatre? Ben, c'est un docteur. Et comme tu vois, je suis un docteur qui ne porte pas de blouse blanche. Et dans ma poche, je n'ai pas un stéthoscope pour aller écouter ton cœur et tes poumons. J'ai pas une lumière blanche pour aller regarder dans tes yeux, dans ta bouche ou dans ton oreille. J'ai pas de marteau pour voir si tes réflexes vont bien. Mais quand on vient chez moi, c'est pour grandir. Et pour grandir, ben, il faut mettre des mots. Quand on a peur, quand on est en colère, quand on est triste, quand on est fâché, qu'on n'aime pas les choses. Si on ne sait pas mettre des mots, on va le montrer avec ses mains. Alors, je jette ce qu'il y a un peu dans ma main. Ou puis on va le montrer avec ses pieds. Alors, je chote un peu dans ce qui est à ma portée. Parce que c'est vrai que si on n'a pas des mots, on va les mettre en acte, en action. Si on ne sait pas utiliser ses mains ou ses pieds, on va le montrer avec son corps. Ou il y en a des difficultés de s'endormir, ou il y en a des difficultés d'apprentissage à l'école, ou en étant malade de façon répétée, ou par sa peau, en ayant un eczéma. Donc voilà, moi mon travail c'est d'aider les enfants à expliquer les choses et aider les parents à comprendre ce que les enfants essayent de dire. Alors c'est clair que dans cette fonction, je dirais, de pouvoir respecter le nursing et de pouvoir respecter les émotions, mais c'est ça que j'attends d'une fonction parentale. Comment la fonction parentale est responsable de la qualité, pardon, la fonction parentale est responsable de la qualité de reconnaître les émotions des bébés. Et comment à travers leur nursing, ils vont organiser ce processus que je vais appeler la notion de représentation. Alors moi, en tant que psychiatre, vous pensez bien que je ne m'occupe pas du sommeil. Ça, c'est la responsabilité des parents ou des familles d'accueil. Moi, je ne m'occupe pas de la pédagogie, je ne suis pas un éducateur. Moi, mon job, c'est, je ne suis pas professeur non plus, mais ce que je vais repérer dans le développement des enfants, c'est de voir comment ils vont être capables de pouvoir développer le jeu. C'est ça qui fait qu'un bébé et un enfant va pouvoir grandir si ses rythmes, ses émotions, étant respectés et contenus par la fonction parentale, vont leur permettre de pouvoir se représenter ce qu'ils vivent. Mais il y a deux peurs qui font partie de l'être humain. C'est celle qui est mieux connue, c'est l'angoisse de séparation. Pendant combien de temps un bébé ou un enfant, ça ne marche pas, comment un enfant peut gérer le fait d'être seul, et comment à la fois la deuxième angoisse importante, j'en parlerai tantôt si j'ai le temps, c'est l'angoisse de chute. Comment à la fois la qualité de la fonction parentale va permettre aux enfants, en étant bien portés, de pouvoir traverser cette angoisse de chute par la qualité justement d'un portage. Alors quand j'entends justement fonction parentale, je vais parler aussi bien des parents de naissance que, en Belgique ce sont des familles d'accueil, mais ici ce sont des assistantes familiales, que des parents d'adoption, que la puéricultrice d'une crèche,
que l'éducatrice d'une pouponnière, toutes les personnes qui sont très présentes dans le nursing de l'enfant, ou notamment les institutrices maternelles. Quand vous voyez à quel point les institutrices maternelles passent plus de temps avec les enfants dans leur temps de vie éveillé que leurs parents, c'est à réfléchir un peu sur cette responsabilité. Je me retrouve très bien dans le clown, dans le diable et dans l'expert. Mais, comme on a dit, ça fait depuis 1988 que je travaille aussi bien dans un service d'aide à la jeunesse en Belgique que dans un service de santé mentale. Et qu'est-ce que je constate? C'est que dès que je parle des émotions des enfants, tout le monde s'en fout. Si ça rentre par une oreille, ça se dépêche de sortir de l'autre. Ou si ça ne rentre pas, c'est parce qu'il y a beaucoup de filtres. Et donc, comment ces filtres empêchent les grandes personnes de mesurer l'impact du non-respect des émotions, du non-respect des rythmes? C'est vrai que c'est intéressant de voir quels sont les différents filtres qui vous côtoient. Alors c'est vrai, il y a bien sûr, que ce soit la publicité ou l'Internet, mais aussi la pensée médicale, la pensée pharmaceutique. Si je devais parler rien qu'avec un parterre de famille, eh bien, les deux grands filtres dans les familles, c'est les belles-mères et les grands-mères. À ta place, je ferais ceci. De mon temps, on faisait comme cela. C'est de voir un peu comment on peut être disponible et justement travailler un peu ce que l'enfant peut montrer comme signe pour grandir. Et donc, ce clown, enfin, cette vraie marionnette montre à quel point on est pris par les idéologies quand on est confronté au développement d'un enfant. Alors, mon job en tant que pédopsychiatre, c'est pas facile. C'est pas facile, mais comme vous avez constaté, si on va... c'est pas les enfants qui vont bien qui vont chez moi. Ce sont les enfants qui sont en difficulté, soit en difficulté temporaire ou en difficulté plus longue. Et que je constate, et ça a été bien dit ce matin dans l'exposé de M. Séché, c'est que grandir, on ne peut pas faire l'économie, je dirais, des apprentissages par essai et par erreur. C'est normal de faire des erreurs. Et que si un essai a réussi, eh bien on le répète. Mais dans la tête des grandes personnes, il y a une confusion entre la notion d'erreur et la notion de culpabilité. C'est intéressant de réfléchir, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette confusion entre culpabilité et erreur. Alors que les erreurs, ce n'est pas une faute. Mais très vite, la notion de faute, de culpabilité s'entremêlent. Et la question de voir comment on peut être responsable de ces erreurs. On n'est pas responsable de faute. C'est intéressant de voir comment on devrait appeler la répétition de la même erreur, mais ça c'est de la bêtise. C'est plus de l'erreur. La deuxième chose, justement, auquel je suis confronté, c'est que je vais dire des choses pas gentilles. Puisque d'habitude, je dis les choses qui vont pas bien et que c'est très difficile pour des parents d'entendre que leur enfant ne va pas bien. C'est pas le propre des parents. Hein. Les adultes, ils supportent pas non plus qu'on dise du mal de leurs parents. Enfin, il n'y a que eux qui peuvent le dire, quoi. Dans un couple, c'est intéressant de voir comment monsieur peut dire à son épouse « Chérie, ta mère a encore téléphoné aujourd'hui. » Ou un peu plus subtil « Chérie, tu commences à ressembler à ta mère. » D'habitude, ce n'est pas un compliment. Et ça questionne un peu justement comment, déjà, quand on est une grande personne, si on attaque un peu comme ça les ascendants, eh bien c'est vrai que c'est insupportable pour les descendants. Enfin, on est tout de suite pris. Et ça va questionner un peu la notion de l'image narcissique. La deuxième chose auquel je suis confronté, c'est que vous pensez bien que les crises dans le développement, je m'en fous. Une crise, ça fait partie du développement de l'enfant. Ce qui est intéressant de voir que, enfin, si je veux comme ça être inquiet par rapport à une crise, c'est comme je devrais demander à un poussin de sortir de sa coquille sans la casser. C'est pas pensable. Donc on fait
des crises. Comment on ne confond pas des crises avec des processus de crise répétés qui ne trouvent pas de solution, et ce que je vais appeler un processus de chronification. Et là, ça questionne un peu comment on n'est pas distrait, comment on ne confond pas des crises chroniques avec des crises momentanées. Comme vous allez le constater, vous pensez bien que moi, j'essaie toujours de voir un enfant dans son tout, dans sa globalité. J'ai repéré comment un enfant gère son sommeil avec son alimentation, avec sa croissance, avec ses relations, avec son jeu, comment à travers le respect de ses émotions, il va pouvoir développer ce processus d'intelligence, de représentation. Donc moi, je ne vais jamais sortir un symptôme de son contexte. Donc c'est important vraiment de ne pas confondre le tout avec une partie. En tant que pédopsychiatre, en fait, mon job, c'est quoi? C'est de faire des diagnostics. Et dans cette notion de diagnostic, je dois voir un peu comment les enfants peuvent construire une dynamique de développement. Et c'est pas compliqué. Pour voir comment les enfants gèrent cette dynamique, c'est quelque chose qui est évolutif, j'essaye de repérer 4 signes. C'est-à-dire comment les enfants vont gérer leur attention, comment ils vont gérer leurs initiatives, comment ils vont gérer la réciprocité, et bien sûr, tous en cœur, comment ils vont gérer leur plaisir. Lorsque les enfants développent ces 4 notions-là, eh bien, ils développent la santé mentale. En tant que pédopsychiatre, je suis un peu garant de la santé mentale. Et que la santé mentale, vous en connaissez certainement un des 2 piliers, c'est le fait que comment les enfants développent la possibilité d'apprendre à apprendre. Lorsqu'on pose un diagnostic de handicap mental, vous vous rendez compte que les enfants qui ont des handicaps mentaux, il y a des problèmes au niveau de leur cortex, eh bien, leur capacité d'apprendre à apprendre est limitée. L'autre pilier de la santé mentale, c'est l'imaginaire. C'est ça que j'attends, moi, d'une fonction parentale. Une fonction parentale c'est comment des parents, comment des personnes qui assument cette fonction parentale vont permettre à des enfants de développer leur santé mentale. Et cette santé mentale, c'est ça tout ce processus d'apprendre à apprendre, c'est-à-dire les processus de représentation qui sont la base de l'intelligence. Et donc comment aussi en dialectique avec l'imaginaire, les enfants vont grandir. Alors, c'est dans ce cadre-là que comment cette fonction parentale va permettre à des enfants qui sont quand même déjà en difficulté. Et ça questionne un peu que quand j'essaie d'évaluer une fonction parentale, forcément, je vais voir le produit. Comment les adultes vont permettre à des enfants de faire quoi? De pouvoir apprendre à se réassurer. Et donc, c'est ça ce que j'entends dans un lien d'attachement structurant. Un lien d'attachement structurant va permettre à un enfant de traverser ces 2 peurs de séparation et cette angoisse de chute en développant des capacités mentales. Alors, c'est clair que comment ça va se traduire, ça ne vient pas du ciel.
Ce qui est intéressant, c'est de constater que toutes les sociétés du monde, pour endormir leur bébé, ont inventé la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont constaté que si un bébé était bien porté, bien enveloppé, bercé régulièrement, pas balancé, hein, bercé, et qu'on lui chante des mélodies, des mélopées, il peut se détendre pour s'endormir. Et ça questionne vraiment comment, dans une fonction parentale, ce qui est important, c'est la contenance. Et comment cette contenance, la première contenance, qui va s'organiser en permettant aux enfants d'apprendre à s'endormir et à construire une architecture de sommeil. C'est la première chose que je vais voir, parce que hein, quand je contacte mes collègues psychiatres adultes et qui me parlent des adultes, ben, le premier signe de dépression des grandes personnes, c'est des problèmes de sommeil, c'est des problèmes d'endormissement, c'est des insomnies, c'est des cauchemars, c'est des nuits à la fois où on n'arrive plus à se restaurer. Alors c'est vrai que si vous êtes fatigué de façon chronique pour aller le lendemain à votre travail, ben, c'est pas la joie, c'est pas l'enthousiasme. Ça va s'exprimer au niveau de votre corps. Courage, mon cul, ma tête avance, mais ça ne permet pas beaucoup à penser. Hein, donc ça questionne vraiment donc, comment, dans le lien d'attachement, l'enfant va être rassuré. Et donc, je vais voir un peu la qualité du sommeil. Si je pense aussi au sommeil en tant que psychiatre d'enfant, c'est parce que tous les bébés du monde, quand ils s'endorment dans un stade de sommeil de rêve. Et ils vont montrer 6 mimiques fondamentales. Donc celle que vous connaissez le mieux, c'est le sourire aux anges. Là, si je suis un bébé tout content à la maternité, et qu'on m'a dit comment je vais bien porter mon bébé, je ne lâche pas tomber, je ne laisse pas tomber, et qui me sourit, évidemment, au niveau de mon narcissisme paternel, c'est bien, quoi. Mais si je rencontre un pédopsychiatre dans le couloir qui me dit, vous savez, monsieur, votre bébé ne vous sourit pas, il dort. Mais c'est l'hypophyse qui a libéré un neuropeptide dont les récepteurs spécifiques au niveau des muscles du visage font qu'il présente ces mimiques. Il faut que je m'accroche, quoi. Et ça questionne un peu comment la notion du narcissisme parental, eh bien, il va être étayé par la façon dont le bébé va lui rendre, et va rentrer en relation. Il va rentrer comme ça en communication. Il va lui faire plaisir. Mais ça va dépendre de la qualité de la fonction parentale contenante. Et c'est vrai que ça me questionne un peu vraiment comment on peut évaluer la capacité, la qualité de contenance. Alors c'est très différent des enfants qui n'ont pas eu des fractures dans la relation, qui n'ont pas eu des ruptures, qui ont eu tout un processus de continuité. Forcément, leur développement va être plus facile, va être facilité. Et que, comment, dans le lien d'attachement, que ce soit en termes de pouvoir se réassurer comme la qualité du sommeil, mais c'est comment on ne va pas tomber trop malade, comment toute la notion du développement de la relation va se développer. Et c'est ça qui est important de voir, comment on ne confond pas un lien d'attachement structurant avec un lien d'attachement, je ne sais pas quel mot je dois dire, parce que c'est très susceptible ici. Est-ce que je dois dire un lien d'attachement non structurant? Est-ce que je dois parler d'un lien d'attachement déstructurant? Parce que dans la programmation des bébés, ils sont programmés pour supporter n'importe quoi. Un bébé, quand il naît, il peut supporter n'importe quelle altitude, que ce soit au bord de la mer, en haute altitude, n'importe quelle température, n'importe quelle nourriture, n'importe quelle langue. Il va apprendre. Et donc il est programmé pour supporter n'importe quel parent. Heureusement pour les parents. Mais ça questionne un peu comment tout ce processus va se faire en respectant les émotions,
et le rythme. Vous pensez bien que si j'ai parlé en tant que le diable de ces émotions, c'est parce que ces émotions, elles sont programmées biologiquement. Et ça, c'est notre responsabilité de grandes personnes de respecter cela. Donc voilà, tout ça c'est pour dire, voilà, mais peut-on faire cette différence? Est-ce qu'on peut mesurer à quel point des enfants vont avoir des dommages si le lien d'attachement est pas structurant ou déstructurant? Stefano Cirillo, il va encore plus loin, il parle encore des conséquences des dommages. Alors, est-ce que c'est uniquement le monopole du pédopsychiatre à faire un diagnostic d'enfant qui ne va pas bien? Ça me questionne. Le problème, c'est que comme les enfants sont programmés pour s'adapter à n'importe quoi, ils risquent de mystifier aussi les grandes personnes qui mystifient leurs besoins. C'est très intéressant de voir comment un bébé qui est bien contenu, bien enveloppé, peut comme ça, parce qu'il se détend, s'endormir dans les bras de sa mère. Mais je vois des enfants qui, parce que la seule manière pour éviter des transactions et des relations insupportables avec une fonction maternelle peu adéquate, vont s'endormir dans leurs bras pour ne pas être en relation. Je vois des enfants qui vont se coller à leurs parents de naissance. Et c'est vraiment du collage, parce que les enfants ne sont pas capables de pouvoir développer des processus de représentation. La fonction parentale ne permet pas aux enfants de développer ce processus d'image mentale. Alors comment on ne le confond pas? Oh, regardez cet enfant, comme il est bien attaché à son parent, et comment cet parent est bien attaché à son enfant. Je vois des enfants qui savent marcher à 8 mois. Oh, développement psychomoteur précoce. Alors que justement, l'enfant va développer la marche parce que quelque part, il est tellement tonique, tellement raide, que ses réflexes de redressement vont être activés. Donc comment on ne mystifie pas ce que les enfants peut-être vont mystifier? Et ça questionne un peu, mais comment peut-on se représenter toutes ces angoisses? Et que c'est ça mon travail, c'est aussi bien d'aider les enfants à représenter avec les parents ou avec la fonction parentale, mais comment ça s'organise. Et quand je parle de parents, je parle aussi de fonction parentale, je parle aussi bien des parents de naissance que des parents d'accueil. Alors je vais vous lire un petit livre. C'est arrivé à Ben. Ben est un petit ours. Et même chez les ours, il y a des disputes. Même chez les ours, les papas crient. Ça, on s'en fout, tout le monde le fait. Mais les mamans s'énervent, les petits vont se cacher. Ça fait peur, les colères des papas et des mamans. Les petits ne comprennent pas, et alors, ils sont tristes. Souvent, pendant la nuit, les petits ours sont tout seuls. Où papa et maman sont-ils encore partis? Vont-ils rentrer tard et s'écrouler en ronflant jusqu'au milieu du jour? Ben n'arrive plus à dormir. Il a mal au ventre. Il n'a rien à manger. Alors, les 4 petits sortent dans la nuit noire. Ils cherchent par terre les restes de nourriture laissés par les grands ours. Mais Ben ne mange pas. Il a trop mal. Il ne peut rien avaler. Il a envie de pleurer. Il voudrait tellement un sourire, un bisou, un câlin. La neige commence à tomber. Les oursons ne connaissent pas encore l'hiver dans la grande montagne. Ils ne savent pas que la nature va s'endormir et que les ours doivent se préparer à hiberner. Il fait de plus en plus froid dans la montagne et dans le cœur du petit Ben. Est-ce pour ne plus penser à rien qu'il va se coucher dans la neige molle? Quand ses frères le retrouvent, il est tout pâle et il ne bouge plus. Est-ce qu'il va mourir? Il faut faire quelque chose. Vieil ours fait sa ronde du soir. Que font ces oursons seuls dans la nuit glaciale?
il voit bien qu'il se passe quelque chose de grave. Le petit ours gris va très mal. Il ne respire presque plus. Comme il fait bon dans les bras du vieil ours, les grands coups de langue chaude réussiront-ils à ramener Ben à la vie? Il ne faut pas mourir, petit ours. Il faut manger un peu et puis dormir. Dormir jusqu'au printemps. Dans la caverne tiède, bercée tendrement par le ronflement du vieil ours, les oursons ne savent pas que le temps passe, que la neige va fondre et que les ruisseaux couleront à nouveau le long des pentes ensoleillées. Au printemps, Ben ouvre les yeux. La vie est là. Le soleil chauffe les pierres, l'herbe est tendre et verte, et peu à peu, avec vieil ours, Ben va réapprendre à regarder autour de lui et à sentir les 1000 parfums de la montagne. Dans la plaine, la rivière est poissonneuse et le vent est doux. Avec ses frères, Ben apprend à pêcher, à chasser, à jouer, à rire, à grogner, à se chamailler, être un ours, tout simplement. Pourtant, certains soirs, la grande montagne est si triste que le cœur des ours se met à battre très fort. Tout à coup, Ben a froid. Il se blottit contre vieil ours pour sentir sa chaleur. Que se passe-t-il? Quels sont ces cris qui déchirent le ciel? Papa et maman pleurent. Ils ont de la peine. Ils n'ont plus vu leurs petits depuis longtemps et ils voudraient les embrasser. Alors, vieil ours se tourne vers la montagne et lance à son tour un très long cri, comme un appel, que l'écho répète jusqu'au bout du ciel. Mais la grande montagne se tait et on entend battre le cœur de tous les ours. Le sol tremble un peu, des branches s'écartent pour laisser passer le souvenir, les cœurs se serrent, une odeur familière. Ça alors, papa et maman ours sont là. Ben se rappelle soudain la peur. C'est comme un tourbillon où se mélangent les bons et les mauvais souvenirs. Les oursons sont tiraillés entre l'envie d'embrasser leurs parents et celle de se cacher encore plus loin dans la fourrure du vieil ours. Tout le monde est un peu gêné. Et pourtant, c'est bizarre. On dirait que personne n'est vraiment triste. L'air est soudain plus léger. Ben recommence à respirer. Vieil ours est plutôt content de ses retrouvailles. De temps en temps, il appellera encore papa, maman ours pour qu'ils viennent voir grandir leurs oursons. Quand je donnais cours de psychopathologie, j'utilisais ce livre pour montrer à quel point c'est quoi les processus de somatisation et de psychosomatisation. Mais on peut aller bien plus loin que cela et de voir comment tout le corps des enfants, quand la fonction parentale n'arrive pas à rassurer les enfants, comment les premiers signes de la détresse des enfants va s'exprimer par le corps. Et que ça prend du temps. D'habitude, les enfants résistent. Ils sont quand même programmés pour s'adapter à n'importe quoi. Et ça questionne un peu comment, dans ce livre aussi, on peut faire la différence entre un lien d'attachement structurant, un lien d'attachement non structurant ou déstructurant, mais comment on ne confond pas avec un lien de filiation. La grande différence entre un lien de filiation et un lien d'attachement structurant ou non structurant, c'est qu'un lien de filiation est donné comme cela. Ça ne se travaille pas. Ça fait partie de votre arbre généalogique. Alors parfois je suis vraiment étonné de voir comment, par manque d'évaluation de fonction parentale, c'est-à-dire par manque d'évaluation de toute la détresse que vivent les enfants, on confond un lien de filiation avec un lien d'attachement. Pensez bien que les enfants qui arrivent dans des pouponniers, dans les maisons d'enfants, qui vont arriver en placement familial, c'est plus des peurs qu'ils ont, mais c'est des terreurs. C'est plus de la colère qu'ils ont,
c'est de la haine. C'est plus la tristesse qu'ils ont, c'est du désespoir. C'est plus de la surprise devant quelque chose de surprenant, c'est de la panique. C'est plus du dégoût, c'est du rejet. Et la notion de déplaisir est bien plus grande que la notion de plaisir. Et c'est là où, dans l'expérience que j'ai, comme on a dit gentiment, que je travaille depuis 88 dans un service de performance familiale, eh bien, je me rends compte à quel point la fonction parentale des familles d'accueil peut vraiment restaurer des enfants abîmés. Mais c'est clair que pour pouvoir aider un enfant dans une famille d'accueil, qui reste quand même une effraction dans l'intimité d'un couple ou d'une personne, il faut pouvoir à l'enfant, mais pourquoi il est arrivé dans une famille d'accueil? C'est ça, je dirais, en tout cas mon fil rouge. C'est important d'évaluer une fonction parentale pour d'abord pouvoir mettre des mots sur tout ce que les enfants ont éprouvé avant d'arriver en accueil. Je constate que trop souvent, on a beaucoup banalisé ce que les bébés et les enfants vivaient dans leur corps, dans leur soma, dans leurs sensations, dans leurs émotions. Et que, comment voulez-vous que les enfants puissent mettre des mots sur cela si les grandes personnes ne les aident pas? Le problème, c'est que observer un enfant qui va pas bien, ça trouble les grandes personnes. Et qu'on préfère, par ces filtres, plutôt développer de la cécité ou de la surdité émotionnelle. C'est pas volontaire, mais je constate à quel point on se désensibilise quand on reçoit comme ça en première ligne toutes ces angoisses qui n'ont pas été transformées par la qualité d'une fonction parentale adéquate. Et que si les grandes personnes ne savent pas mettre des mots sur ce que les enfants ont éprouvé, comment voulez-vous qu'ils le fassent? C'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre, parce qu'à la fois, ce livre est très simple, et il va un peu expliquer les enjeux de ce que Ben a vécu dans son corps. Et si vous faites comme ça, une analyse un peu plus sophistiquée, vous allez voir à quel point il y a les cris, les énervements, comment il faut se cacher, comment il faut fuir, comment on a peur des colères, comment les enfants ne comprennent pas, ils sont tristes, ils sont seuls, ils s'interrogent. Et vous voyez à quel point ça va attaquer le sommeil, on va avoir mal au ventre. À la fois même quand il y a mangé, on ne sait rien avaler, on a envie de pleurer, on ne sait pas pleurer. Et à la fois on attend un sourire, un câlin, un bisou. Ça ne va pas, on n'arrive même plus à respirer, à ne plus gérer sa température. Et que j'aime beaucoup dans ce livre, justement, c'est mais comment la contenance va se faire au quotidien. Et que c'est un long travail de fait de restaurer tout ce qui n'a pas été appris. Je suis toujours surpris un peu de voir qu'on va plus facilement traiter un enfant de mal appris parce qu'il fait, parce qu'il n'est pas poli, parce qu'il est embêtant, parce qu'il est chiant. Plutôt que de se dire, mais peut-être que dans le non-respect de ses rythmes et de ses émotions, il a mal appris. Ou il a appris à ne rien apprendre. Et que ça questionne un peu, de voir un peu comment les enfants qui n'ont pas des mots pour expliquer ce qu'ils ont éprouvé corporellement risquent d'avoir des grandes difficultés de représentation et d'apprendre à apprendre. Que ce que je constate, c'est que quand les enfants peuvent expliquer pourquoi ils sont en placement familial, qu'ils arrivent à le dire à leurs copains de classe, mais ces enfants ont beaucoup moins de problèmes au niveau des apprentissages scolaires. Et ça questionne un peu, mais comment les grandes personnes peuvent faire cette évaluation de cette fonction parentale, du non-lien d'attachement ou d'un lien d'attachement pas structurant.
Évidemment, c'était abordé légèrement ce matin, mais en tout cas, l'expérience que j'ai, c'est que si vous commencez à évaluer des fonctions parentales des parents de naissance, si on était un peu honnête intellectuellement, vous allez voir qu'à un moment donné, il y a des fonctions parentales qui sont totales et pas partiellement inadéquates, qui sont définitivement ou temporairement inadéquates. Alors parfois je me questionne qu'on préfère ne pas évaluer des fonctions parentales. Parce qu'évidemment, si on constate qu'il y a des fonctions parentales totalement et définitivement, je dirais, inadéquates, je vais utiliser un gros mot. Et donc, comme le bouffon du roi qui peut un peu lui dire les choses que les autres pensent, mais n'osent pas dire, il y a vraiment des fonctionnements qui sont irrécupérables. Et ça, je me rends compte que c'est très difficile à relever, alors que les enfants, les bébés, les enfants l'ont pris en pleine figure. C'est clair que s'il y a des fonctions parentales partielles, qu'est-ce que ça veut dire d'attendre un changement? J'ai expliqué à quel point, dans mon travail, tout ce qui était les crises n'était pas grave. Quand je constate qu'un enfant, je dirais, arrive en placement familial, c'est jamais un problème de crise temporaire. Un placement familial, c'est souvent l'aboutissement d'échecs, de répétition d'échecs, déjà avant la naissance. Et que ça questionne un peu, mais comment on évite, je dirais, la façon dont les enfants sont laissés seuls à leur sort, parce qu'on ne veut pas décider. Alors, la question, c'est de voir un peu comment, dans cette fonction partielle, on va respecter les gens, ça j'ai bien entendu ce matin, mais comment on peut aussi accepter que des parents ne savent pas changer? Tant que j'ai mon chapeau de bouffon, je peux le dire. Je ne risque pas d'avoir des tomates, des œufs pourris, des chaises sur la tête. Mais manifestement, je constate que c'est un tabou. Alors, ça, ce serait encore rien. Mais qu'est-ce que je constate? C'est qu'on fait croire aux enfants et aux parents, quand on n'arrive pas à clarifier les choses, on maintient une illusion de récupérabilité, une illusion de réhabilitation. Alors ça questionne un peu vraiment à quel moment cette illusion est encouragée par la mégalomanie thérapeutique. De croire que les psys, la relation, le soutien, la reconnaissance, le travail de l'identité, de l'estime, va pouvoir aboutir à quelque chose. Je constate que non. Alors, c'est quoi cette notion alors de comment on différencie un discours imaginaire d'un discours réel? Autant la présentation ce matin m'a ému parce que c'est quelque part que ça respecte, en tout cas, le sentiment de non-reconnaissance ou de voir comment, à quel point, en tant qu'humain, en tant qu'adulte, en tant que parent, on a besoin de reconnaissance. Mais jusqu'où, ça reste un discours imaginaire. Et comment le discours imaginaire d'un parent, si c'est alimenté par le discours imaginaire d'un intervenant qui s'illusionne qu'un parent pourra changer, bien l'enfant est d'autant plus dans cette illusion. Ce qui m'enrage, c'est que au plus l'enfant est pris dans cette illusion, au moins il peut s'ancrer dans un lien d'attachement, qui n'est pas un lien d'attachement par rapport à ce que peut représenter des parents de naissance,
mais un lien d'appartenance à sa famille d'accueil. C'est ça que moi j'attends, je dirais, aussi dans la notion d'évaluation. C'est qu'évaluer des fonctions parentales de parents naissance oblige aussi à évaluer des fonctions des familles d'accueil. Il y a quel moment une famille d'accueil, enfin assistante maternelle, est adéquate, ou à un moment donné, elle n'est plus adéquate. Ou comment confronter à ces angoisses massives, ces angoisses archaïques, à un moment donné, on peut être fatigué, on peut être épuisé. On n'y arrivera plus à ce moment-là à permettre aux enfants du pouvoir de s'en sortir. Et c'est ça, je crois que pour moi, c'est ça qui est important de pouvoir évaluer une fonction parentale, parce que dans mon expérience, elle compte que pour ce qu'elle compte, je me rends compte que les enfants qui, je dirais, s'en sortent, c'est quand on ne confond pas des retrouvailles avec ses parents d'accueil, avec du retour. Et comment l'enfant en accueil, comme on l'a dit ce matin en partie, il va métisser son lien de filiation avec son lien d'appartenance, dans la mesure où ce lien d'attachement déstructurant n'a pas été trop massif pour ne pas pouvoir gérer des relations. Ça, c'est vrai qu'en France, c'est différent qu'en Belgique. En Belgique, le système des familles d'accueil, c'est plus fait par des bénévoles et toutes les familles ne sont pas capables, je dirais, de pouvoir supporter des enfants qui sont trop déstructurants. En France, j'entends quand même que les familles d'accueil, le fait que les assistantes paternelles, parce qu'elles sont payées, parfois doivent encaisser, je dirais, des choses peut-être trop dures si elles ne sont pas soutenues. Et que même si c'est soutenu, c'est trop dur quand même. Mais ça, c'est à réfléchir. Hein. Je n'ai pas cette expérience. La question nouveau, c'est de voir comment, quand les enfants grandissent, et parce qu'ils ont pu bénéficier de la qualité de ce lien d'appartenance, et qu'ils ont pu comprendre les raisons de leur placement. Ça veut dire qu'on a mis des mots sur ce qu'ils ont vécu avant. Ils peuvent aussi mettre des mots sur le fait qu'ils peuvent rester, qu'ils ont plein de raisons à rester. Quand on cultive l'illusion d'un changement, les enfants, à ce moment-là, ne peuvent pas s'ancrer dans ce lien d'appartenance. Ça n'empêche que le lien d'appartenance doit respecter le lien de filiation. Il y a un très beau proverbe arabe qui l'explique très bien. Le seul arbre qui pousse dans le désert, c'est l'arbre généalogique. Et donc comment, à la fois, ce que je vais attendre, et là, je mets bien ce matin, mais comment on est en contact avec les parents de naissance pour que les parents puissent comprendre ce qui leur est arrivé. Quand je travaille avec des parents, je n'ai pas beaucoup de colère, ni d'agressivité, quand j'explique pourquoi la vie leur a volé cette fonction parentale. Et voilà, je crois que c'est vraiment là à pouvoir approfondir. Alors, de nouveau, et ça je vais terminer, parce que la façon dont Maurice Berger explique bien le vécu de l'enfant, c'est quand l'enfant est confronté à des liens d'attachement non structurants, déstructurants. Qu'est-ce qu'il constate? Il demande vraiment à ce qu'on puisse demander à l'enfant, mais qu'est-ce que l'enfant a vu de la situation de son parent? Et il demande par la suite, mais qu'est-ce que ça fait à l'enfant de ce qu'il a vu de son parent? Et comment le fait d'avoir vu, et qu'est-ce que ça lui fait? Comment il le comprend? Et comme Berger, enfin dans ce que je constate, il travaille avec des enfants qui peuvent être grands, il va demander à l'enfant, mais comment tu vas le dire à ton parent? Ma responsabilité, moi, de psychiatre, d'enfant, c'est quand l'enfant ne sait pas le dire, ou ne sait pas le comprendre, ou à la fin n'arrive pas à pouvoir dire ou montrer ce que ça lui fait, d'être confronté à ça. Mais ça, c'est ma responsabilité à le soutenir
et à dire à sa place ce que moi j'ai vu d'une situation, ou comment l'enfant a réagi en détournant le regard, en s'endormant brutalement, en ayant une diarrhée ou en faisant une éruption eczémateuse. Comment je peux comprendre? Là, j'ai besoin d'avoir cette évaluation de la fonction parentale. Et ce qui permet comme ça de pouvoir accompagner. Parce que ce que je n'ai pas entendu ce matin avec M. Séché, mais comment on peut aussi repérer les troubles de la parentalité? Et quelles sont les conséquences sur le développement de l'enfant, c'est-à-dire de son imaginaire et du fait d'apprendre à apprendre, justement, quelles sont les conséquences de ce trouble? Je terminerai en disant que je vois qu'il y a des enfants qui, en grandissant, parce qu'ils ont pu comme ça prendre du bon dans cette famille, dans ce lien d'appartenance, ils ont appris à supporter leurs parents comme ils étaient. Que des situations de rééquilibrage familial peuvent se faire pas parce qu'il y a un changement, mais parce que les enfants ont accepté ce que leurs parents n'ont pas pu leur donner. Merci.